Salut tout le monde et bienvenue à cette deuxième session de Learning Technologies France. Je suis Virginie Chasserio et je serai votre modérateur pour cette session. Donc dans cette session, Tiffaine Duché et Vincent Desnaux de Teach on Mars vont nous expliquer comment la formation digitale peut renforcer la culture d'entreprise via la culture d'apprentissage. Donc Teach on Mars est un éditeur de plateformes de formation digitale pionnier du mobile learning et qui met l'apprenant au cœur de leurs solutions. Et cela fait 8 ans que Teach on Mars fournit des solutions à ses clients et ils ont déjà déployé des centaines de projets. Donc nous allons commencer par regarder une vidéo pour une vingtaine de minutes et ensuite nous retrouverons Tiffaine et Vincent pour répondre à vos questions en direct. Êtes-vous prêts? Moteur! Bonjour à tous, je suis Tiffaine Duché, je travaille au sein de Teach on Mars depuis 5 ans maintenant. Je suis passionnée par tout ce qui touche à l'apprentissage et à l'éducation. J'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cet atelier autour de la culture d'apprentissage et j'ai le plaisir d'être accompagnée de Vincent Desnaux que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle effectivement Vincent Desnaux et j'ai le grand plaisir d'avoir cofondé et de diriger depuis maintenant 8 ans la société Teach on Mars. Alors j'ose à peine l'avouer, mais ça fait effectivement 20 ans et 2 entreprises que je me passionne pour le sujet de la formation digitale et que j'emploie mes compétences d'ingénieur et d'entrepreneur au service de l'innovation dans ce secteur si impactant. Alors le sujet aujourd'hui, c'est la culture d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est? Comment on la crée? Comment on la développe? C'est un concept qui peut paraître un peu flou, un peu accessoire quand on n'y prête pas attention, alors qu'en fait, c'est une arme absolument redoutable et très pragmatique au service de la performance de l'entreprise et au service aussi de sa capacité d'innovation, d'adaptation. C'est pourquoi chez Teach on Mars, c'est une obsession, aider nos clients à construire et à maintenir cette culture de croissance. C'est l'outil qui permet de bâtir un meilleur futur pour chaque individu, bien sûr, pour l'entreprise et même pour la planète. Alors, pourquoi aujourd'hui on en parle, pourquoi ça arrive sur le devant de la scène, pourquoi on a besoin de travailler plus particulièrement sur cette culture d'apprentissage? Eh bien, c'est parce que le monde s'est sacrément complexifié ces dernières décennies. Innovation technologique, virus, économie, une planète qui se dégrade vite. Les méthodes managériales, les compétences clés et les stratégies d'entreprise, chacun comprend qu'elles doivent changer et s'adapter. Donc au centre de la réussite de cette transformation, il y a bien sûr la capacité à apprendre, à avoir une vraie culture d'apprentissage et de progrès permanent. Donc les stratégies classiques de formation ne fonctionnent tout simplement plus. Elles sont trop chères, elles ne sont pas toujours alignées avec les besoins et surtout elles sont trop lentes à suivre les évolutions de l'organisation. Donc il faut absolument compléter ces politiques par la mise en place d'un véritable dispositif collectif de formation à l'échelle de l'entreprise. Et vous le savez, les bénéfices pour l'organisation sont très nombreux. Déjà, ces dispositifs permettent de mieux cartographier les compétences et les besoins de l'organisation, comme on le verra plus loin, notamment avec l'exploitation des data et de l'intelligence artificielle. Ils permettent aussi d'optimiser la politique de développement des compétences, c'est-à-dire d'optimiser le budget de formation. Il participe au renforcement de la culture d'entreprise, sujet qui est particulièrement brûlant aujourd'hui avec le Covid et le télétravail, et ils permettent à chacun de se former à son rythme, selon ses besoins, au cœur de l'action, et ils constituent un élément central de la proposition de valeur que vous faites à vos employés, et qui permet de renforcer la rétention des meilleurs. Alors comment on fait? Premier chantier à aborder, pour bâtir une vraie culture d'apprentissage, c'est pas un chantier technique. C'est la question du sens. Pourquoi
prendre le temps de se former, alors qu'on n'a pas le temps, on travaille toute la journée, ça passe vite. Pourquoi chacun d'entre nous, chaque individu dans l'organisation va mettre au cœur de ses préoccupations cette volonté de se former au service, bien sûr, de son ambition personnelle, mais aussi de l'ambition collective. Merci Vincent pour cette introduction. Alors effectivement, la notion de sens va être au cœur de notre réflexion aujourd'hui. Ces derniers mois, les entreprises ont dû profondément se transformer, elles ont dû se réinventer, repenser aussi bien leur organisation, leur production, mais aussi leurs convictions. Donc pour remettre les collaborateurs dans une dynamique positive de travail et de performance, l'entreprise a plus que jamais besoin de moderniser et de partager sa vision. Or, la performance et la croissance aujourd'hui ne suffisent plus. En matière de vision, les collaborateurs, les individus ont besoin d'autre chose. Et c'est là où effectivement toute la dimension RSE prend de plus en plus de place au sein des entreprises, dans leur stratégie de développement, mais aussi dans leur stratégie de ressources humaines. En fait, l'entreprise aujourd'hui doit s'adresser à ses collaborateurs comme elle s'adresse à ses clients. Et que ce soit les services de ressources humaines, mais tout autre métier qui traite du développement des compétences, doit inscrire sa démarche justement dans cette perspective sociétale et environnementale. Ainsi, la formation et le développement d'une culture apprenante au sein des entreprises constituent un véritable cercle vertueux, puisque plus je me forme aux enjeux de demain, plus je valorise le développement des individus. Et par ailleurs, plus les collaborateurs sont engagés dans une entreprise à mission, plus ils sont motivés pour se développer et pour être au service de la performance de leur entreprise. C'est tout le sens de notre motto chez Teach on Mars, More Learning Moment, Better Future. En fait, c'est se donner plus l'occasion d'apprendre, aussi bien pour mon futur, un meilleur futur pour moi, mais aussi pour mon entreprise et pourquoi pas pour la société tout entière. Le développement d'une culture d'apprentissage est donc bien un pari durable pour l'entreprise, mais concrètement, comment initier et surtout comment faire perdurer ces habitudes dans le temps au sein des organisations. Je passe la parole à Vincent, qui va nous expliquer son approche. Chez Teach on Mars, pour aider nos clients à renforcer la culture d'apprentissage dans leur entreprise, nous avons modélisé les différentes phases d'une routine d'apprentissage dans ce qu'on appelle la Learning Loop. Donc c'est une méthode qui est basée sur une théorie du comportement humain qui a été développée notamment à Stanford sous le nom de modèle comportemental de Fogg pour les curieux et qui stipule tout simplement finalement que le comportement c'est le résultat d'un signal, d'une capacité à passer à l'action et d'une motivation. Donc c'est ce qu'on va retrouver sur le schéma qui est un schéma de routine en 3 phases. La première étape, c'est le signal. Signal, ça peut être une notification sur le smartphone, une entrée dans l'agenda, ça peut être que vous êtes curieux, ça peut être que vous avez organisé une routine aussi quotidienne tous les jours, à telle heure, vous passez un quart d'heure à apprendre quelque chose par exemple. Ça, c'est le signal. Donc, si vous combinez à la fois un accès très simple à l'endroit où vous allez apprendre, la phase Easy Access, et aussi une motivation, le bon état d'esprit, eh bien, vous allez passer à l'action vers la routine d'apprentissage qui peut être extrêmement variée, puisque là, on peut tout imaginer. Ça peut être du présentiel, un webinar, lire un article, écouter un podcast, regarder une vidéo. Des jeux, une expérience digitale, parler avec un expert, voilà, tout type d'expérience qui a une valeur pédagogique. Et si cette expérience est réussie, si elle procure ce sentiment de satisfaction et de plaisir, qui peut être dû à plein de facteurs, donc ça va du plaisir de la reconnaissance sociale au sentiment de progression, le plaisir de la nouveauté, ou des fois des cadeaux ou être arrivé premier à un classement. Mais en tout cas, si vous avez ce plaisir qui se crée, cette satisfaction qui se crée, vous avez une chance de réitérer cette boucle d'apprentissage et vous allez commencer à créer une habitude. Cela va renforcer positivement le comportement et c'est le début d'une véritable culture d'apprentissage. Et nous avons vu avec la théorie de Fogg que l'accessibilité, c'est une condition essentielle de l'établissement de la routine d'apprentissage. C'est la phase qui transforme le signal en action, l'envie.
en apprentissage, en moment d'apprentissage. Donc il convient d'y prêter vraiment attention, tout simplement pour maximiser le taux de déploiement et d'utilisation de votre dispositif. Alors comment on peut faire? Alors déjà en rendant le signal le plus visible possible. Ça peut être une notification, un appel à l'action dans un fil de news, des liens qui se trouvent dans vos réseaux sociaux internes comme Slack ou Microsoft Teams. On peut utiliser aussi des affiches avec des QR codes, donc dans le monde réel, qui invitent elles aussi à démarrer telle ou telle formation. Et pour rendre simple le passage à l'action, vous pouvez aussi imaginer des routines au niveau de votre société, des moments particuliers d'apprentissage en journée, seul ou en groupe, et expliquer à vos employés comment établir ces routines dans leur agenda. Enfin, l'accès au hub de formation doit être simplissime. Donc, raccourci dans le navigateur, app native de formation. Et le smartphone, bien sûr, vous le savez, c'est une stratégie pleine de succès employée par Teach on Mars depuis des années. Faire du smartphone un véritable allié pour accéder rapidement et simplement à une ressource d'apprentissage, c'est une stratégie qui fonctionne. On l'a toujours sur nous, l'accès est immédiat, on passe son temps à le consulter. Donc pensez mobile first, c'est évidemment notre conseil pour votre Learning Hub, qu'on appelle aussi LXP ou LEP. Ce qui ne voudra pas dire d'ailleurs que vous allez tout apprendre sur le mobile. Ça veut dire que le mobile va devenir l'assistant personnel de formation de vos employés, les guider à tout moment vers la bonne ressource d'apprentissage. Voilà. Même si parfois ça amène à faire du micro-learning sur le smartphone lui-même. Alors justement, quel type de moment d'apprentissage proposer à l'apprenant? Eh bien, c'est Tiffany qui va nous en parler. Merci Vincent. Alors, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez certainement que je suis adepte du blended learning et je suis surtout très attachée au fait de ne pas opposer le digital et l'humain quand on parle de formation. Alors, pour partager un petit peu notre approche en matière de blended learning, je vais partager avec vous quelques slides qui vont me permettre de vous faire visualiser plus concrètement les choses. Alors, il s'agit moins de créer de l'habitude que créer de l'envie, que créer de la surprise et de la curiosité. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'une recette magique et universelle. On va essayer plutôt de définir via une équation ce qu'est le blended learning. Alors, premier des 4 ingrédients, les modalités. Les modalités, c'est ce qui va être effectivement la manière dont la formation se fait. Donc, la première modalité qu'on a pu expérimenter pas mal ces derniers mois, c'est entre le présentiel et le distanciel. Le deuxième axe, c'est entre le collectif et l'individuel. Ensuite, on peut avoir des sessions synchrones, c'est-à-dire tout le monde en même temps, ou asynchrones, chacun quand il le souhaite. On peut ensuite avoir des modalités qui sont descendantes, généralement c'est des sessions assez traditionnelles, ou au contraire participatives. Et enfin, un dernier axe sur les modalités, le formel et l'informel. Vous voyez qu'à partir de tous ces axes, vous pouvez concevoir des dispositifs qui vont pouvoir jouer sur des modalités différentes. Pour le deuxième ingrédient, on va parler des formats. Donc, on les a regroupés dans 3 types de formats. Tout ce qui va être de l'ordre de la théorie, donc les cours, les vidéos, les cartes, les articles. Tout ce qui est de l'ordre de la pratique, donc des exercices d'application, des jeux de rôle, des simulations, mais aussi des jeux. Et enfin, tout ce qui relève de l'évaluation, donc aussi bien des quiz que des évaluations en situation de travail par exemple. Le troisième ingrédient concerne les objectifs pédagogiques. Donc en tant que professionnel de la formation, je pense que vous voyez à quoi je fais référence. J'ai repris une pyramide de la taxonomie de Bloom assez simplifiée, juste pour là aussi vous faire toucher du doigt qu'effectivement, en fonction donc des modalités qu'on a vues précédemment et des formats, il va falloir les adapter aux objectifs pédagogiques qu'on s'est définis. Alors, concernant le 4e et dernier ingrédient, il s'agit de l'animation. Donc, pour l'animation, on a aussi identifié un certain nombre de bonnes pratiques qui vont vous permettre de dynamiser en fait votre dispositif de blended learning. Alors, le premier, c'est bien sûr d'avoir un référent qui va être important pour animer le programme.
Le deuxième, c'est au niveau de la lisibilité. C'est très important de donner une colonne vertébrale à votre dispositif. La communication, qui est aussi l'un des facteurs clés de succès dans un dispositif de blended learning. Ensuite, il faut avoir des rendez-vous réguliers pour bien jalonner le parcours. Il faut, dans la mesure du possible, multiplier les interactions entre les apprenants. Ça, c'est très important pour créer la communauté d'apprentissage. Il faut aussi créer des rebonds avec le quotidien opérationnel. Enfin, un système de reward ou de challenge, ça permet aussi pas mal de booster les parcours et effectivement d'avoir, pourquoi pas, un système de reconnaissance par l'entreprise, par les RH ou par le manager. Ces 4 ingrédients nous permettent donc de vous proposer l'équation qui permet de construire un dispositif de blended learning efficace au sein des organisations. Il s'agit donc d'additionner les modalités et les formats, mais toujours au regard des objectifs pédagogiques, et de multiplier le tout par des leviers d'animation qui vont permettre de dynamiser le parcours et de le faire perdurer dans le temps. Alors si vous suivez les bons conseils de Tiffaine, vous allez générer une expérience de formation très agréable qui va créer un sentiment positif qui viendra renforcer la boucle d'apprentissage. Et petit à petit, ça va nourrir la bonne posture, le bon état d'esprit et les motivations de l'apprenant. Alors Tiffaine, comment on entretient et on fait perdurer cette culture d'apprentissage? Effectivement, bonne question Vincent. Quand on parle de culture d'apprentissage, on parle de culture d'entreprise et c'est une notion qui est souvent assez indéfinissable au sein des organisations. Alors pour vous aider à y voir plus clair, on a identifié quand même quelques facteurs qui permettent de développer cette culture d'apprentissage. Le premier facteur qui favorise la culture d'apprentissage, c'est bien sûr l'alignement managérial. Il s'agit d'embarquer tous les managers, de bien les sensibiliser à ce qu'est cette volonté de culture d'apprentissage pour qu'ils puissent aussi déployer auprès de leurs collaborateurs, auprès de leurs équipes, ce que ça veut dire concrètement et tous les jours. Donc il faut un alignement managérial horizontal, mais il faut aussi que ce soit descendant, donc vertical, pour être sûr que cette culture infuse à tous les niveaux de l'organisation. Le deuxième facteur, c'est l'adaptation. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure avec le schéma de Vincent. C'est bien sûr l'adaptation du contenant, donc la manière dont j'accède à la formation, et la pertinence du contenu, donc le catalogue de formation qui m'est offert. Le troisième facteur, il est opérationnel, et là je me réfère un peu aux 3 unités, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Pour se former efficacement, il faut effectivement avoir un temps dédié, un espace dédié et une capacité à mobiliser et à concentrer son action sur le fait de se former. Le quatrième facteur, il est bien sûr RH, puisque tout ça ne peut se décorréler de la politique RH de l'entreprise. Donc là, on parle de passerelle de mobilité, on parle de transversalité des métiers, on parle aussi de capacité d'agilité dans le changement, qui sont en fait des facteurs qui vont être initiés et pensés dans le temps par les services de ressources humaines. Enfin, le cinquième et dernier facteur, là on va toucher bien sûr au développement des compétences, c'est le fameux apprendre à apprendre. Pour développer une culture d'apprentissage au sein des entreprises, il faut que les gens soient en mesure, en capacité justement d'apprendre. Et pour tout ça, il faut travailler sur des compétences clés qui sont généralement des compétences comportementales, donc tout ce qui va être de l'ordre de la transmission. Comment naturellement être dans une logique de transmission au sein de ces organisations, au sein de ses pairs, au sein de ses collègues, au sein des gens avec lesquels on travaille. Comment aussi on favorise le droit à l'erreur, qui est l'un des leviers essentiels aussi pour permettre l'apprentissage. Apprendre, c'est avant tout se tromper. Donc l'entreprise doit aussi permettre dans ses valeurs ce droit à l'erreur. Mettre en place aussi des process de test and learn pour toujours être dans l'innovation, dans la recherche, voilà, pour développer ces différents comportements. Voilà, maintenant qu'on a vu ces 5 facteurs donc qui favorisent la culture d'apprentissage au sein des organisations, j'ai envie de repasser la parole à Vincent pour qu'il puisse nous dire dans quelle mesure tout ce qu'on vient de voir maintenant peut être mis en relation avec un thème qui nous tient beaucoup à cœur chez Teach & Mars, qui est l'intelligence artificielle. Comment combiner tout ce qu'on vient de voir, qui sont plutôt de l'ordre du comportemental et des valeurs, avec des notions de data et d'algorithmes.
algorithmes. Vincent, à toi. Merci Tiffaine. Oui, en effet, même si le facteur humain, il faut le rappeler, et la qualité des contenus pédagogiques sont quand même de loin les facteurs de réussite les plus importants, les progrès en intelligence artificielle peuvent nous aider à être plus performants et à piloter un dispositif de formation à grande échelle. Alors, il faut réaliser que quand vous avez une boucle d'apprentissage qui fonctionne bien, ce sont des millions de données qui sont collectées chaque jour. Les besoins en formation, l'intérêt des apprenants, les temps de formation, les types d'activités, les moments ou les lieux où on apprend, le type de terminal utilisé, l'intensité des relations sociales, etc. Donc je précise tout de suite que sur les systèmes que nous vendons, bien sûr, et j'espère tous les systèmes, nous apportons un soin très particulier aux questions de sécurité et de data privacy. Là, c'est absolument essentiel, notamment sur la norme GDPR. Alors non seulement c'est une obligation légale, mais surtout c'est la condition sine qua non de la confiance entre vous et l'apprenant. Il ne faut pas qu'il ait un sentiment de flicage, donc c'est un point sur lequel il faut insister et bien communiquer. En revanche, une bonne exploitation, une bonne restitution de ces données, notamment si vous utilisez des outils de business intelligence, vous permet de bien comprendre la dynamique de votre système, de le piloter et de l'optimiser pour le rendre plus efficace. Et puis, bien sûr, il y a les algorithmes de machine learning qui se nourrissent de ces données pour analyser vos habitudes d'apprentissage et vous envoyer des notifications au bon moment, par exemple, modéliser votre profil de compétences et vous suggérer les bonnes formations, faire de la curation de contenu pour vous, et comprendre votre profil apprenant de manière générale pour construire des parcours d'apprentissage personnalisés, adaptés. Et puis si on va plus loin, l'intelligence artificielle change aussi la manière dont on interagit avec la machine, grâce à l'utilisation du langage naturel, soit en parlant, soit en écrivant dans un chatbot. Imaginez une conversation avec votre assistant personnel de formation, qui vous pose des questions comme un coach pour mieux cerner vos besoins, et qui vous concocte ensuite un programme d'apprentissage sur 2 mois, composé des meilleures ressources de formation de la planète, et qui vous aide à apprendre et à passer à l'action en vous coachant tous les jours en permanence et en s'adaptant à votre progression. Eh bien, cette vision du coach individuel pour tous sera une réalité dans les années à venir. Comme vous l'aurez compris, nous sommes vraiment passionnés par ces sujets. Nous avons beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise à partager. Et donc, on sera ravis de prendre vos questions en direct maintenant. À tout de suite. Très bien, merci beaucoup Tiffaine et Vincent pour cette présentation. Donc maintenant, on va passer au moment des questions. Je dois dire qu'il y avait beaucoup de concepts qui résonnaient à mes oreilles, et notamment le pouvoir des habitudes. Les habitudes et la routine à développer pour pouvoir être plus performant. Et justement, donc pour développer une habitude, il y a un signal. Vous en parlez très bien, notamment Vincent, parler du signal. Alors, est-ce que vous pourriez donner des exemples par rapport à ce signal, par exemple? Quel exemple de signal vous avez pour démarrer cette routine? Alors, Vincent, vous Voilà. êtes en Ça y est, j'ai mon silence. micro. Voilà, c'est bon. Voilà, super. Il y a plusieurs types de signaux. Alors, ça peut être, bien sûr, on pense tout de suite, par exemple, aux notifications d'un smartphone, par exemple, pour recevoir un email. Ça, c'est un exemple de signal de manière informatique. Mais ça peut être aussi un collègue de bureau qui vous dit tiens, est-ce que c'est pas le moment qu'on a choisi là tous les midis pour passer 10 minutes sur un sujet d'apprentissage. Ça peut être aussi un manager qui vous donne un petit coup de coude comme ça, ou ça peut être une affiche qui est avec un QR code qui est sur le mur, qui vous rappelle qu'il existe telle ou telle formation intéressante. Voilà, tout ça, ce sont des exemples de signaux. Voilà, ça peut être un signal que vous avez vous-même provoqué dans votre agenda. Il y a une entrée aujourd'hui à telle heure. Vous avez décidé de consacrer un petit moment pour vous pour apprendre. Voilà.
Alors j'aime bien cette notion de visuel parce que c'est très parlant pour moi. Effectivement, quand je vois pas les choses, j'ai tendance à les oublier. Et on sait bien que un des challenges quand même de tout le monde maintenant, hein, c'est le temps. Trouver le temps ou faire de la place justement pour la formation. Alors justement, si ce signal arrive à un moment où finalement j'avais prévu de consacrer du temps à la formation, mais et finalement, bah non, je suis occupée et je donne la priorité à autre chose. Donc, comment faire pour que ce soit pas oublié? Est-ce que vous avez des trucs par rapport à ça? Moi, Alors, Vincent, je sais pas. Ouais. je dirais non, si vous avez raté le signal à ce moment-là, vous avez raté le moment de formation. C'est-à-dire que le passage à l'action, effectivement, il va se faire en simultané entre ce signal, votre envie d'y aller, le fait que vous puissiez le faire. Mais si vous ratez ce moment, eh bien non, il y aura encore une journée plus avec moins de moments de formation que même si c'était votre bonne résolution. Très bien. Et donc là, on parle vraiment de la responsabilité aussi de l'employé lui-même, en fait, de faire la place et de se prendre en charge aussi pour sa formation, effectivement. Merci. Oui, Alors, exactement. Willy, C'est une question d'envie. Si je peux compléter aussi, c'est une question d'envie. Le signal, normalement, est juste là pour nous faire passer à l'action, mais l'envie est déjà présente. Donc, normalement, quand le signal arrive, effectivement, je vais me mettre en action pour accueillir ce moment de formation et faire de la place dans mon agenda pour y arriver. Et après, oui, effectivement, le signal peut passer, mais l'idée, c'est quand même qu'il arrive au bon moment et surtout bah, qu'on puisse le présenter sous différentes formes et à différents moments. Donc, si ce signal-là est passé, bah, il y en aura d'autres. très bien, merci. Alors, nous avons une question de Willy. En quoi est-ce que le coaching en entreprise pourrait-il accompagner les individus, équipes ou organisations dans leur cursus d'apprentissage? Alors, Tiffaine, est-ce que vous voulez répondre à ça? Oui, effectivement. En fait, le coaching, donc avant, on se disait qu'on ne pouvait pas digitaliser la formation. Aujourd'hui, on dit il y a beaucoup de gens qui disent qu'on ne peut pas digitaliser le coaching et je suis en partie d'accord puisqu'il y a une certaine forme de relation qui se passe dans la notion de coaching qui n'est pas forcément digitalisable. En revanche, il y a plein d'actions de prise de conscience personnelle, de réflexion, d'introspection, de questionnement croisés qui peuvent quand même se faire à distance. Et donc, nous, on est persuadés que on veut pas remplacer le coaching. En revanche, on peut le maximiser et on peut faire en sorte qu'il y ait des moments entre les séances de coaching où la personne va pouvoir travailler quand même sur le développement d'une compétence spécifique, mais pas en synchrone avec son coach. Et parallèlement, le coach peut aussi corriger, là aussi en asynchrone, des exercices qui auraient été faits par la personne coach. Donc en fait, pour nous, le coaching, c'est vraiment apprendre dans la continuité d'un dispositif de blended learning pour remettre du synchrone, pour remettre de l'individuel ou en tout cas de la relation entre deux personnes, mais qui va prendre de nouvelles formes et surtout voilà, permettre de capitaliser sur un parcours existant. Merci, ouais. Alors, nous avons une question de Nadia aussi. Comment entretenir une culture d'apprentissage dans la durée? Alors, Vincent, est-ce que vous voulez répondre à celle-là? Waouh, c'est moi qui ai la question la plus difficile là. Si on le savait, si on le savait parfaitement et s'il y avait une recette unique, les taux d'engagement seraient absolument excellents dans tous les dispositifs e-learning. Or, c'est pas forcément toujours ce qu'on constate, à part pour les formations métiers, bien sûr. Une culture d'apprentissage, évidemment, c'est un phénomène qui est social, qui est relativement complexe et qui va dépendre en plus de chaque entreprise, hein, parce que c'est fondamentalement lié à la culture d'entreprise aussi. Mais pour parler de culture d'apprentissage, on peut parler de routine d'apprentissage, et c'est le schéma qu'il y avait à l'écran là dans la vidéo, et les différents éléments qui permettent d'entretenir ces routines d'apprentissage, qui sont donc une succession voilà, de différents types de signaux, alors lesquels chaque entreprise aussi trouvera les signaux les plus adaptés et aussi les routines organisationnelles les plus adaptées à son organisation. Et puis c'est aussi le style d'apprentissage, toutes les modalités que les départements formation ont mis en place dans l'entreprise pour apprendre. Ça va du
du micro-learning, curation de contenu, à des MOOC certifiants, en passant évidemment par tout le présentiel qui finira bien par revenir. Et puis, et puis la manière dont les collaborateurs apprécient cette expérience et imaginent y retourner. Et donc ce sentiment effectivement de satisfaction, il est majeur dans la création de cette culture d'apprentissage, et il dépend, j'allais dire, un peu évidemment des moyens qui sont mis en place, c'est-à-dire de la technologie, mais surtout beaucoup du dispositif humain qui a été mis en place dans l'entreprise, à la fois le type de contenu, la pertinence des contenus, mais aussi l'animation. Je pense au community management, je pense à l'implication des managers, je pense à la culture et les valeurs de l'entreprise, travailler en collectif, partager son savoir. Et donc la culture d'apprentissage, on voit que cette croyance que je peux avoir à dire ça vaut le coup que je prenne un peu de temps tous les jours pour progresser dans mon projet et pour aider, pour que je sois plus performant aussi professionnellement et avoir de la valeur dans mon entreprise. Mais c'est une croyance qu'il faut entretenir à travers les valeurs de l'entreprise, à travers des expériences positives et voilà, une communication permanente. Ouais. Et je suis tout à fait avec vous là sur l'alignement managérial aussi. Le manager a un poids énorme en fait dans l'engagement des salariés. Et c'est vrai, être aligné au départ et la reconnaissance managériale aussi sur le fait que les employés suivent ces formations et apprennent et évoluent est vraiment fondamental dans la mise en place d'une culture d'apprentissage. Alors nous avons une autre question ici d'Alexandra. Comment s'adapter quand tout le monde n'a pas le même niveau de compétences digitales? Alors Tiffaine, est-ce que vous avez une idée? Oui, tout à fait. Alors, comment s'adapter? J'imagine comment adapter son dispositif de formation en blended learning. J'imagine que Ouais. c'était le sens de la question. Encore une fois, et comme on essayait de le dire dans la vidéo, il n'y a pas de recette miracle, mais il faut trouver en fait des ingrédients qui vont convenir à tout le monde. Donc, généralement, et de plus en plus, d'ailleurs, l'année 2020 en a été un bel exemple. On pense les événements et les dispositifs en format hybride, c'est-à-dire pour un format distanciel et synchrone, ou pour un format présentiel synchrone, ou pour un format distanciel asynchrone. Et c'est un petit peu pareil pour les dispositifs digitaux. L'idée, c'est de proposer différentes portes d'entrée aux personnes, et en fonction de leur appétence digitale, en fonction de leur maturité digitale, elles vont prendre l'une des portes. Donc là, c'est vrai qu'en termes d'ingénierie de formation, ça demande aux équipes formation de penser les dispositifs de manière un peu polyvalente, mais en même temps, ça permet de toucher effectivement plus de personnes, parce que chacun va avoir la porte d'entrée qui lui convient le mieux. Et ça, c'est pas que lié au digital, parce que la formation présentielle, et j'en ai animé beaucoup, c'est pareil, tout le monde a ses circuits, a ses canaux d'apprentissage qui sont pas les mêmes. Il y a des gens qui sont plus visuels, il y a des gens qui sont plus auditifs, il y a des gens qui sont plus kinesthésiques. Et pour la partie digitale, c'est pareil. On va essayer d'ouvrir un maximum de canaux pour que les personnes qui sont pas à l'aise avec le digital, ils viennent progressivement à leur rythme et ils trouvent finalement aussi pas mal d'épanouissement. Et ça a été aussi un des enseignements de cette année 2020, parce que voilà, j'ai plein de formateurs dans mon entourage qui étaient jusqu'à maintenant assez réticents, voire récalcitrants au digital, et par la force des choses, qui ont vraiment vu leur pratique changer et leur état d'esprit aussi évoluer. Et qui finalement disent aujourd'hui, ah mais la formation digitale, c'est pas ce que j'imaginais, et j'y trouve maintenant aussi des bénéfices, et j'y trouve aussi des moyens parfois d'aller plus loin dans ma pratique présentielle. Donc voilà, le digital n'est pas du tout une barrière, bien au contraire. Très bien, merci. Et on a une question également de Bernard concernant la vitesse de formation. Donc c'est vrai qu'on a affaire à des individus qui sont tous différents. Vous me direz, c'est la même chose quand on est dans une salle de classe. Mais comment adapte-t-on donc la vitesse de formation à des individus différents? Tiffaine, peut-être aussi? Oui, c'est
sur la vitesse d'appropriation, effectivement, ça change rien par rapport à des sessions classiques, en fait. Bien au contraire, on va pouvoir séquencer dans le sens où c'est asynchrone, donc où tout le monde ne le fait pas en même temps. Chacun peut le faire à son propre rythme. Le principal, c'est qu'il y ait des jalons où on se retrouve, des moments en fait où on se retrouve avec les autres personnes qui font cette même formation et avec le formateur pour, je dirais, réaligner tout le monde sur un rythme commun d'apprentissage. Merci. Alors, on a une question là de Eric. Alors, vous allez nous dire si vous avez des pistes par rapport à ça. Je pense qu'il y a une question qui peut s'adapter finalement à toutes les sessions. Donc, comment expliquer ce temps incroyable pour prendre conscience de l'importance de l'organisation apprenante? Donc, même avec les événements de l'année dernière, c'est évident, on se fait toujours face à des freins, certes légitimes, mais depuis le temps, ils auraient dû être tombés, non? Vincent, c'est marrant parce que j'étais sûr que c'était pour moi la question encore. Ouais. Je fais une toute petite introduction, je fais une toute petite parenthèse pour la petite anecdote, parce que je vais pas vous dire il y a combien d'années, mais il y a plus de 10 ans, j'ai fait un mémoire de maîtrise sur l'entreprise apprenante et on se posait déjà toutes ces questions-là. Donc effectivement, depuis le temps, on a évolué, mais pas encore suffisamment. Mais je te laisse répondre. Ouais, c'est pas sympa ça. Non, blague à part, c'est sûr que moi, effectivement, je viens pas de la formation au départ. Je suis ingénieur de formation et quand j'ai découvert ce secteur, je me suis assez vite aperçu que la formation dans les grandes entreprises, qui sont notre principal segment de marché, c'est vécu comme une sorte de mal nécessaire en fait. Il y a un budget, il faut mettre des ressources, oui, il faut former les gens, il y a des obligations, il y a un plan de formation, faire un plan de formation. Voilà, il y a des entretiens, il faut leur demander s'ils ont été formés ou pas. Bon, bref, c'est très top-down, très mal nécessaire. Et puis aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup plus avec le développement de la technologie, de l'Internet, du fait que chacun a maintenant à son pied des milliers et des milliers de ressources disponibles pour se former à son rythme grâce à l'Internet, grâce au référencement aussi de ces ressources et grâce à la technologie qui nous y donne accès, aidé par plus ou moins d'algorithmes. Donc là, maintenant, on commence à être un petit peu moins top-down, mais aussi à se dire, voilà, chacun maintenant peut y aller à son rythme et va décider de sa propre formation. Donc je pense que les mentalités évoluent tout doucement et en fait, la formation est en train de sortir du département formation. Et j'invite à tous les responsables formation de se dire qu'ils ne sont pas en train de se tirer dans le pied. En fait, le jour où ils vont réussir à faire sortir la formation de leur département, ils auront gagné. Le jour où la formation, ce sera vraiment une question de culture, justement, de chaque manager, du CEO lui-même. Il faudrait que le CEO lui-même, dans toutes les entreprises, explique à ses employés quels sont ses trucs à lui pour apprendre tous les jours. Parce que s'il est CEO, c'est probablement qu'il apprend souvent. Donc qui partage un petit peu cette culture avec les autres, qui montre que c'est important et qu'il explique comment lui il fait, qu'il explique à ses managers de le faire, de trouver leur propre truc et de l'expliquer à leurs propres équipes, etc., etc. Et en fait, on parle aujourd'hui d'upskilling, quoi. C'est ça la culture un peu d'apprentissage, mais le jour où finalement le budget de formation est devenu un petit détail dans cette affaire, eh bien, je crois qu'on aura tous gagné. Voilà, donc c'est voilà, l'organisation apprenante, c'est un peu ça, mais pour moi, ça consiste à faire sortir la formation de son département initial. Et dans une précédente session, Yannick disait apprendre, c'est créer aussi. Et donc, c'est pas juste absorber effectivement du contenu. Et voilà, le jour aussi où les salariés sont capables aussi de restaurer et de dire, ben voilà, c'est grâce à ce que j'ai appris que j'ai été capable de faire ça aussi. C'est peut-être aussi mettre plus ça en lumière et communiquer davantage là-dessus aussi. Oui, je voudrais donner une petite anecdote qui est juste là chez nous, chez Teach on Mars. On est aussi une entreprise, à peu près 80 salariés. On a un moment qui s'appelle le Learning Café. Je sais que ça existe dans pas mal d'entreprises, mais c'est un moment où les salariés, les collaborateurs partagent avec d'autres collaborateurs des enseignements, des choses qu'ils ont appris ou un sujet qui leur tient à cœur. Et bien, on s'aperçoit qu'ils le font avec énormément de plaisir et que le partage est un grand plaisir pour la majorité des gens. Donc, redécouvrons tout simplement ce plaisir et on l'a vu tout à l'heure. Si ça nous fait plaisir, on recommencera sûrement. Ouais. Tout à fait. Social learning. Et aussi, Tiffaine, donc dans la présentation, vous parliez du droit à l'erreur.
Et donc effectivement, apprendre en essayant, voilà, et puis tirer des conclusions de ces erreurs. Donc comment ça peut se manifester dans le cadre d'un projet ou sur la plateforme, par exemple? Ben, c'est très, très intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire avant, c'est-à-dire qu'on cherche des moments de formation et en fait les moments de formation ils sont sous nos yeux, c'est-à-dire que tous les jours on a des choses où on fait pas bien, où on aurait pu faire mieux et ben, d'identifier ces erreurs, de mettre le doigt dessus et de les partager aussi avec des pairs, avec des collègues, avec des experts, ben, c'est un moment d'apprentissage très fort et notre culture ne nous y autorise pas forcément en fait. Quand on fait une erreur ou quand on a le sentiment d'avoir foiré quelque chose, on va plutôt essayer de l'oublier, on va plutôt essayer de faire en sorte que ça se voit pas trop. Alors que la source d'apprentissage et en plus le gain potentiel de productivité, il est dans le fait d'éclairer cette erreur. En lean management, c'est un concept qui est clé où justement on analyse tous les problèmes sont les bienvenus et tous les manquements donnent lieu à des réunions où on va se dire tiens pourquoi on s'est trompé et comment on va faire pour qu'on ne se trompe plus à l'avenir. Et donc voilà, moi j'invite toutes les personnes individuellement à identifier des erreurs qu'ils ont pu faire, à les partager avec leurs collègues, parce que et d'une, ils ne referont pas deuxième fois la même erreur, mais en plus ils pourront éviter à d'autres de le faire et globalement ils pourront apprendre de ces erreurs. Donc voilà, c'est aussi tout simplement une tournure d'esprit à instaurer dans une équipe. Tout à fait. J'ai vu une vidéo récemment justement où c'était un père qui tous les jours demandait à ses enfants qu'est-ce que tu n'as pas bien fait aujourd'hui. Et s'il n'était pas capable d'identifier quelque chose qu'il n'avait pas bien fait, eh bien ça veut dire qu'il n'avait pas essayé assez fort en fait. Et Stéphanie fait une très bonne réflexion par rapport à ça. C'est vrai que c'est lié aussi à notre culture nous-mêmes, culture étudiante, ou dans laquelle on a pu grandir aussi. Voilà, est-ce qu'on avait le droit de faire des erreurs ou pas? Et c'est ça aussi qui va ouvrir. Et peut-être que c'est vrai, c'est ça la différence entre la culture anglo-saxonne, je pourrais voir, et la culture française, où on est plus allié sur les succès que sur les erreurs, en fait. On pourrait Très faire bien. un café des erreurs, Vincent, tu vois, où au lieu de partager des formations, on partage des erreurs. Très bien. Eh ben, on avait une dernière question. Il nous reste juste une minute. En 30 secondes, vous pouvez nous répondre d'où vient le titre Teach on Mars, le nom. Bon, là, c'est facile. Je sais pas si les gens voient, mais derrière moi, il y a une affiche. Hop, pardon, de ce côté-là. Ouais, Voilà, on voit. Teach on Ouais, Mars. ouais. Et une affiche de la NASA. Ça vient de là et en fait, ça a vraiment rapport avec le sujet d'aujourd'hui, puisque je pense que si chacun fait de la formation une aventure collective, et c'est moi ce que j'ai vu sur cette affiche il y a 8 ans de cela maintenant, c'est-à-dire une aventure qui est vraiment une aventure humaine, qui est pas, aujourd'hui on en a fait beaucoup une aventure technologique, on a beaucoup copié ce qui se passait en présentiel, on a quand même beaucoup progressé depuis, mais je pense que c'est peut-être la dimension qui manque aujourd'hui à la formation, cette dimension d'aventure humaine collective sur le terrain, voilà, comme sur l'affiche de la NASA qui est derrière moi, Très bien. Teach on Mars, qui est une allégorie de tout ça, voilà. Eh ben, ce sera notre mot de la fin. Donc, merci beaucoup, Tiffaine. Merci, Vincent. Merci à tous d'avoir Merci. participé à cette session. Et puis, on se retrouve sur d'autres sessions. N'oubliez pas, il y en a 15 de programmées cette semaine, 15 sessions françaises. Vous en avez encore une aujourd'hui. Donc, à bientôt sur la plateforme. Au revoir à tous. Bonne journée. Merci, au revoir.